À l'été 2022, la suite du cultissime Top Gun débarque sur les écrans du monde entier et fait un énorme carton, accueilli chaleureusement tant par la critique que le public. Mais est-ce que vous saviez qu'avant de signer le plus gros succès au box-office de la carrière de Tom Cruise, le réalisateur Joseph Kosinski avait mis en scène l'acteur dans un ambitieux film de science-fiction en 2013. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui, on va parler d'Oblivion. Mais d'abord, on va parler d'Oli. Salut ma gueule, c'est John Michael. Aujourd'hui, l'autre couillon te parle d'un film avec Tom Cruise qui sauve le monde. Encore, quelle énergie ce mec-là. Et en parlant de ça, tu connais le secret pour booster la tienne d'énergie? Eh ben laisse-moi te présenter Oli. Oli, c'est un assortiment de boissons en poudre sans sucre ajouté, bien plus saine et moins chère que les boissons traditionnelles. T'as le choix entre 4 gammes principales. Les iced tea classiques, les boissons énergisantes, la gamme hydration pour les sportifs, et la toute dernière, c'est la gamme milkshake. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les besoins. Et si tu sais pas par recommencer, pas de problème, chez Oli, ils ont créé les packs découvertes. Comme ça, tu vas pouvoir goûter les principales saveurs des gammes et voir ce que tu préfères. C'est pas magnifique? Moi, mon péché mignon, c'est la gamme énergie. Rien de mieux pour donner un petit coup de fouet quand la fatigue s'installe. En plus, c'est sans taurine, mais avec de la caféine cristallisée pour un résultat bien plus efficace. Si Tom avait bu ça dans Oblivion, il aurait sauvé la planète en moins de 30 minutes montre en main, c'est sûr. Alors t'es convaincu, tu veux t'embarquer dans l'aventure Oli? Tu vas pas le regretter, ma gueule. Suis mon lien ou utilise mon code CASSAR5 pour avoir droit à 5 € de réduction sur ta première commande. Et pour ceux qui sont déjà clients chez Oli, utilisez simplement le code CASSAR pour avoir droit à 10% de réduction. Et qui sait, grâce à Oli, tu vas peut-être sauver le monde toi aussi. À bientôt, petit héros en herbe. C'est en 2010 que le monde entendit parler pour la première fois de Joseph Kosinski lors de la sortie de son premier film, Tron Legacy, la suite d'un autre film culte des années 80, cette fois-ci avec Jeff Bridges, qui révolutionna la façon de faire du cinéma de par son utilisation pionnière de l'imagerie numérique. Et plutôt que de confier ce mastodonte de 170 millions de dollars à un réalisateur chevronné, Disney jeta donc son dévolu sur Kosinski, 35 ans et aucun long métrage à son actif. Diplômé d'architecture et passionné de technologie, Kosinski avait alors fait son trou dans l'industrie en mettant en scène diverses publicités, notamment pour des jeux vidéo comme Gears of War et Halo 3. Mais Kosinski, comme tout bon réalisateur, ne veut pas se contenter de signer des pubs. Il veut faire du cinéma. Et si Tron Legacy lui permit de réaliser son rêve de fort belle manière, une autre idée lui trottait dans la tête depuis plusieurs années. Au milieu des années 2000, Kosinski quitte New York pour Los Angeles, avec l'espoir d'y faire carrière comme réalisateur. Mais il se heurte à la réalité d'une industrie cloisonnée et donc difficile d'accès, essuyant d'innombrables refus de la part des agences de publicité au sein desquelles il souhaite se faire la main. Et plutôt que de végéter en attendant que la situation se débloque, le réalisateur décide de se lancer dans l'écriture d'un traitement qui pourrait, avec un peu de chance, devenir son premier long métrage. C'est sa visite de Petra en Jordanie quelques années plus tôt qui va constituer son inspiration première, le réalisateur ayant été particulièrement marqué par cette expérience et se demandant à quoi ressemblerait notre monde s'il était dans le même état que Petra aujourd'hui. Kosinski imagine une histoire inspirée des films de science-fiction des années 70 comme Le Survivant et Silent Running, qui mettaient en scène des personnages solitaires évoluant dans un environnement en ruine. Dernière influence majeure, la quatrième dimension, le but étant d'aborder des thématiques très vastes à travers une histoire intimiste impliquant peu de personnages et de décors, et de nombreux retournements de situation. En avril 2005, le réalisateur commence donc l'écriture du traitement de ce qu'il appelle Oblivion, et continue d'y travailler en l'affinant à mesure que le temps passe. Et en 2007, alors qu'il s'apprête à sauter le pas en se mettant à la recherche d'un scénariste pour l'aider à en tirer un script, la grève des scénaristes démarre. C'est con quand même. Mais étant donné que Kosinski tient à ce projet et ne veut donc pas qu'il tombe dans l'oubli, il décide de procéder autrement en faisant un deal avec l'éditeur Radical Comics pour tirer un roman graphique de son traitement. Il s'associe alors à l'auteur Arvid Nelson et l'illustrateur André Wallin, et les trois hommes se lancent dans le développement narratif et visuel du récit. Mais Kosinski garde cependant l'idée du long métrage en tête. Pour lui, c'est au cinéma que son histoire devrait se concrétiser, et pas dans les pages d'un roman graphique. Ce partenariat lui permet cependant de maintenir ce projet en vie, lui offrant la possibilité de continuer à en développer l'histoire, mais aussi son univers visuel grâce aux formidables illustrations d'André Wallin. Et pour concevoir cet univers, Kosinski insiste sur une expression bien précise, sublime désolation. Les environnements sont en ruine, mais ils doivent être beaux. Mais du coup, ça parle de quoi Oblivion? Oblivion, c'est l'histoire de Jack, un réparateur de drones sur une terre dévastée suite à une attaque extraterrestre survenue 60 ans plus tôt. Mais lorsqu'il sauve une mystérieuse étrangère issue d'une capsule spatiale échouée, il voit son existence bouleversée. Nous n'en dirons pas plus pour ne pas dévoiler l'intrigue. En 2007, Kosinski est embauché par Disney pour travailler sur Tron Legacy. Il se lance donc dans une production ambitieuse et chronophage qui ne l'empêche pourtant pas de continuer à travailler sur Oblivion de son côté. Et à mesure que le développement avance, le projet gagne en ambition, bien loin de l'histoire à petit budget originellement envisagée par Kosinski. Faut dire que le mec est en pleine production d'un blockbuster Disney, donc forcément il est plus trop dans une démarche d'économie. En juillet 2010, Kosinski vient présenter deux projets au Comic-Con de San Diego,
Tron Legacy et son bébé, le roman graphique Oblivion, tous deux étant prévus pour la fin de l'année. Pour la première fois, il révèle au public cette idée qu'il a en tête depuis maintenant 5 ans et annonce un roman graphique d'une 60aine de pages, au format très large permettant de mettre en valeur les illustrations et d'immerger au mieux le lecteur dans le gigantisme de cet univers. Ce jour-là, 30 000 copies sont distribuées à des fans enthousiastes. Mais c'est ici que s'arrêta la courte carrière du roman graphique, car l'intention de Kosinski était en réalité de s'en servir pour aller pitcher le projet au studio hollywoodien dès son retour du Comic-Con. Mais le lendemain de sa présentation à San Diego, il reçoit un appel, et pas n'importe lequel, celui de l'agent de Tom Cruise. Ce dernier a vu des dessins présentés durant la convention et voudrait en savoir plus. Les deux hommes se rencontrent et Kosinski, ne disposant pas d'un véritable script à faire lire à l'acteur, il lui raconte oralement l'histoire qu'il a en tête. Emballé, Cruise fait part de son intérêt pour le projet au réalisateur, affirmant qu'il veut à tout prix faire ce film avec lui. Affaire à suivre. Le 3 août 2010, à peine une douzaine de jours après son passage au Comic-Con, il est annoncé que suite à une enchère très disputée, Disney acquiert les droits du projet. Grandement aidé par ses superbes illustrations, le pitch de Kosinski était parvenu à enthousiasmer les plus gros studios hollywoodiens parmi lesquels Universal, 20th Century Fox et Paramount. Tout le monde voulait Oblivion. Disney mit donc les petits plats dans les grands et signa un chèque à 7 chiffres pour gagner la bataille. On imagine que le studio était ravi de la collaboration avec Kosinski sur Tron Legacy, alors en pleine post-production, et souhaitait donc le garder sous son aile. Peu de temps après, le titre change, passant de Oblivion à Horizons, et la phase d'écriture démarre avec le scénariste William Monahan, oscarisé en 2007 pour Les Infiltrés. Après avoir rédigé un premier jet, un autre scénariste débarque, Karl Gajdusek, auteur d'Effraction, le dernier long métrage de Joel Schumacher sorti en 2011. Mais après quelques mois de travail, en mars 2011, Disney se rend compte que l'histoire que Kosinski souhaite raconter ne rentre pas dans le moule habituel des productions familiales produites par le studio. En l'état, le script était celui d'une production PG-13, synonyme de scène violente. Et pour que Disney valide le script, il faudrait que Horizons obtienne un classement PG. Sauf que de tels changements, qui ne sont pas du goût de Kosinski, impliqueraient qui plus est de trop lourdes réécritures. Disney décide donc de se défaire du projet. Mais est-ce seulement une histoire de classement? En décembre 2010, Tron Legacy sort dans les salles américaines, et c'est une déception commerciale. Parvenant à peine à rembourser son budget de 170 millions de dollars aux États-Unis, Tron Legacy est loin d'être rentable sur son territoire, là où le retour sur investissement est le plus intéressant pour les studios hollywoodiens. Il finira par atteindre les 400 millions de dollars grâce au box-office international, mais on était très loin du gros succès espéré par le studio. Un échec commercial qui a donc très certainement pesé dans la balance, poussant Disney à miser sur la prudence en se séparant d'Horizons, production ambitieuse qui allait nécessiter un budget conséquent. La bonne nouvelle, c'est que le studio et Kosinski se quittent en bons termes, Disney laissant le réalisateur faire ce qu'il veut du projet. Kosinski part donc le proposer à Universal, où il disposera de plus de latitude pour raconter l'histoire comme il l'entend. Suite à quoi, le projet retrouve son titre original de Oblivion, le scénariste Michael Arndt est embauché pour effectuer une nouvelle passe sur le script, et en mai 2011, Tom Cruise rejoint officiellement le navire comme tête d'affiche. Les choses sérieuses pouvaient enfin commencer. Oblivion étant un film de science-fiction futuriste se déroulant dans un cadre post-apocalyptique, il était nécessaire de concevoir son univers visuel de A à Z. En plus des paysages désolés, on y trouve des drones, des véhicules volants et des décors à la pointe de la technologie. Heureusement, Kosinski dispose d'ores et déjà de bases solides, les illustrations d'André Wallin. Il s'agira donc d'affiner toutes ces idées visuelles pour les concrétiser à l'écran. Pour s'atteler à cette tâche, Kosinski fait appel au duo qui avait précédemment œuvré sur Tron Legacy, le directeur artistique Kevin Ishioka et le chef décorateur Darren Gilford. La vision de Kosinski est précise et doit répondre à plusieurs principes. Le premier, la lumière. Le réalisateur souhaite en effet que son film soit le plus lumineux possible, bien loin de la science-fiction sombre et grisâtre à la Alien. Un parti pris qui l'amènera d'ailleurs à opposer un nom catégorique à Universal quand le studio lui propose de tourner le film en 3D. Ce dernier ayant expérimenté la chose sur Tron, il avait constaté à quel point les lunettes polarisées avaient tendance à assombrir l'image, ce qui n'était pas en accord avec sa vision d'Oblivion. Le film serait donc tourné avec des caméras 4K dernier cri, les F65. Pour ce qui est de l'aspect conceptuel maintenant, Kosinski tient à ce que les décors et les véhicules soient avant tout fonctionnels. Il ne veut pas de design surchargé de détails à la Transformers. Ce qui doit primer, c'est la simplicité. En charge de la conception des véhicules, Daniel Simon, qui avait également officié sur Tron. L'homme était en réalité impliqué sur le projet depuis 2009, avec un objectif bien précis, la conception du véhicule star, le Bubble Ship, vaisseau piloté par Jack pendant une grande partie du film. L'inspiration derrière ce véhicule, l'hélicoptère Bell 47 et son cockpit évoquant une bulle que Kosinski avait aperçu au musée d'art moderne de New York. Il demanda ainsi à Simon de le croiser avec un avion de chasse pour concevoir le Bubble Ship, qui devait profiter d'un design épuré et élégant évoquant la finesse d'une libellule. Comme je l'ai dit précédemment, Kosinski est diplômé d'architecture, et c'est un domaine qui le passionne énormément. Il traite donc ses décors avec beaucoup de soin, et un décor d'Oblivion lui tient particulièrement à cœur, la Sky Tower, qu'il a en tête depuis les balbutiements du projet. Un habitat situé au sommet d'une gigantesque tour et dominant les nuages, lieu de vie de Jack et sa partenaire Victoria. Et la consigne qui va guider la conception de cet environnement, c'est qu'il doit s'agir d'un décor parfaitement adapté à des êtres humains, mais qui ne serait pas conçu par ces derniers. C'est mystérieux. En parallèle du travail conceptuel, le casting prend forme. Aux côtés de Tom Cruise, deux personnages féminins, sa partenaire Victoria
Victoria et la mystérieuse Julia. Pour endosser le rôle de Victoria, plusieurs actrices sont dans la course, parmi lesquelles Diane Kruger, Kate Beckinsale et Ellie Atwell qui retrouvera Tom Cruise 10 ans plus tard dans Mission Impossible Dead Reckoning. Et après être passé par l'étape des essais vidéo avec Cruise, c'est finalement Andrea Riseborough qui est choisi. Concernant Julia, d'autres actrices de premier plan sont en lice. Jessica Chastain, Olivia Wilde qui connaît bien Kosinski depuis l'aventure Tron, Noomi Rapace, Brit Marling et Olga Kurylenko. Et en septembre 2011, Jessica Chastain est officiellement engagée. Sauf que quelques temps plus tard, Catherine Bigelow lui offre le rôle principal de Zero Dark Thirty, son premier film post-Des Mineurs qui lui avait valu l'Oscar de la meilleure réalisatrice en 2010. Et elle a beau avoir très envie de tourner Oblivion, l'occasion est beaucoup trop belle. L'actrice se voit donc libérée de son contrat grâce à l'aide de Tom Cruise pour rejoindre le projet de Bigelow. Après quoi, c'est Olga Kurylenko qui est choisie pour incarner Julia. Aux côtés du trio principal, Melissa Leo, Nikolai Coster-Waldau et rien de moins que Morgan Freeman. Et alors que le tournage approche, Kosinski parvient à organiser 3 semaines de répétition avec ses acteurs, chose assez rare dans l'industrie, le planning des stars hollywoodiennes étant généralement chargé. Ces répétitions permettront ainsi aux acteurs de mieux appréhender l'histoire et le cheminement émotionnel de leurs personnages. Et le 12 mars 2012, le tournage commence. Avec un budget de 120 millions de dollars en poche, Kosinski part donc mettre en boîte ce projet dont il rêve depuis désormais 7 ans. À ses côtés, le directeur de la photographie Claudio Miranda, qui sera oscarisé pour Life of Pi un an plus tard et avec lequel il avait collaboré sur Tron Legacy. Mais attention, le tournage d'Oblivion n'aura strictement rien à voir avec celui de Tron. Après avoir tourné un film reposant quasi intégralement sur les effets visuels, Kosinski voulait faire l'opposé. Oblivion sera donc principalement tourné en prise de vue réelle, le réalisateur tenant à immerger le public dans l'univers le plus authentique possible. Dans un premier temps, l'équipe investit les studios Celtic de Bâton Rouge en Louisiane, où elle se servira de pas moins de 7 plateaux. La première semaine, il tourne dans un décor monumental, répliquant fidèlement une salle de lecture de la bibliothèque de New York. Mais la version dévastée. Un décor qui constituera le terrain de jeu idéal pour Tom Cruise, qui va pouvoir s'adonner à sa grande passion, les cascades. Au programme, une descente en rappel de 16 mètres, une chute de cette même hauteur sur des tables cassées au préalable parce qu'on n'est pas des bêtes, et un traînage à même le sol au milieu des débris. Une semaine comme une autre pour Tom Cruise. Au sein des studios, l'équipe artistique s'est également attelée à la construction de la Sky Tower qui nécessita 5 mois de travail en tout. Un décor divisé en 3 niveaux et donc bâti sur 3 plateaux différents et au sein duquel aucun détail n'est laissé au hasard, offrant une expérience réaliste et immersive pour les acteurs. L'immersion a été tellement poussée à vrai dire que Kosinski a refusé l'utilisation de fond bleu pour recréer l'environnement extérieur en post-production. Au lieu de ça, lui et le superviseur des effets visuels Eric Barba s'inspire d'une technique utilisée par Kubrick sur 2001 l'Odyssée de l'espace, la projection frontale. En janvier 2012, l'équipe VFX de Digital Domain se rendit pendant toute une semaine dans l'archipel d'Hawaï pour y filmer de nombreuses prises de vue panoramiques au sommet du volcan Haleakala, à 3000 mètres d'altitude et dans toutes les conditions possibles. Une fois les images en boîte, il n'y aura plus qu'à sélectionner les meilleurs moments, effacer les éléments indésirables et ajouter les constellations et une lune détruite sur les plans de nuit. Sur le plateau, les techniciens de Production Resource Group, compagnie spécialisée dans la création d'ambiance pour de grands événements tels que les JO, les Oscars et le Super Bowl, disposent ainsi de 10 versions de ciel différentes qui sont projetées à l'aide de 21 projecteurs 4K sur un gigantesque écran recourbé de 161 mètres de long entourant le décor. Une technique qui permet tout d'abord un gain de temps considérable en post-production, car il aurait fallu non seulement intégrer le ciel, mais aussi se charger de son reflet sur toutes les surfaces réfléchissantes, mais aussi d'immerger les acteurs au mieux dans cet environnement, améliorant de ce fait leur performance. Une immersion particulièrement appréciée par Andrea Riseborough, qui dut passer 2 semaines entières à jouer complètement seul dans la salle de contrôle de la tour. Et la volonté de réalisme de Kosinski ne s'arrête pas qu'au décor, puisqu'il souhaite également disposer d'un bubble ship à taille réelle sur le plateau. Une mission qui sera confiée à White Factory, entreprise concevant des prototypes de voitures dédiés à être exposés en salon et qui avait précédemment travaillé sur Tron Legacy. Oui, parce que Tron pour Kosinski, c'est avant tout des rencontres. La conception du bubble ship demandera 6 mois de travail en tout, résultant en un véhicule de 8 mètres de long et pesant près de 2 tonnes. Et Cruise étant lui-même un pilote expérimenté, il intervient à de nombreuses reprises pendant le processus pour donner son avis quant à la position idéale des commandes et des pédales. Ils tiennent également compte de ses mensurations pour que le véhicule soit le plus confortable possible pour lui. Ouais, parce qu'il va passer pas mal de temps dedans, du coup ce serait con qu'il se fasse un lumbago au bout de 2 jours. Le résultat, une pure merveille d'élégance tout droit sortie du futur qui ravit Kosinski, Cruise et le reste de l'équipe. Et pour le faire parvenir à l'équipe depuis Los Angeles, le véhicule est démonté en 7 parties différentes qui demanderont 5 heures de travail pour être assemblées à la main une fois arrivé à destination. En ce qui concerne les séquences de vol impliquant parfois des combats aériens, une réplique du cockpit sans vitre est fixée sur un cardan permettant d'effectuer toutes sortes de mouvements dans un plateau cette fois-ci doté d'un fond bleu. Kosinski et Cruise travaillent dur pour que ces séquences soient crédibles au point de vue pilotage et l'acteur est ravi du résultat, très à l'aise vis-à-vis des sensations offertes par le système. Sa partenaire Olga Kurylenko est plus réticente, mais cette réticence est plutôt bienvenue, son personnage n'étant lui-même pas habitué à voler dans un bubble ship. Mais le tournage n'aura pas lieu en intégralité au sein des studios de Bâton Rouge. L'équipe pose également ses caméras en Nouvelle-Orléans pendant 2 semaines, où la centrale électrique de Market Street, la plus vieille du pays fermée 36 ans plus tôt, servira de décor au QG d'un groupe de survivants. Entre la rouille et son architecture imposante, l'endroit était tout simplement parfait. Pour autant, il était dangereux. Des mesures de sécurité
sécurité strictes furent donc nécessaires. Tous les jours, la structure était contrôlée afin de s'assurer que le bâtiment ne s'effondre pas, et les membres de l'équipe furent contraints à porter un casque, des morceaux de ciment tombant occasionnellement des murs et du plafond. Pour Cruise, il s'agissait du décor le plus dangereux sur lequel il ait jamais tourné. Et une scène d'action particulièrement complexe y sera mise en boîte en seulement 11 jours, comprenant notamment une centaine d'explosions, des flammes, des étincelles et des jets de débris dans tous les sens. La petite routine de Monsieur Cruise. Après avoir survécu à Market Street, l'équipe se rend pendant 4 jours à Saint-Francisville, dont les dunes de sable représenteront la zone de radiation dans laquelle Jack doit absolument éviter de s'aventurer. Là, ils y tourneront une scène de combat entre Jack Harper et son double. Pour y parvenir, Tom Cruise apprend les 2 chorégraphies du combat, car elle devra tourner la scène en incarnant tour à tour les 2 combattants. Face à lui, Lloyd Bateman, un cascadeur de taille similaire qui verra son visage recouvert de points noirs pour pouvoir être remplacé par celui de Cruise en post-production. Pour ajouter à la difficulté générale, l'environnement est extrêmement chaud et les combinaisons portées par Cruise et Bateman sont elles-mêmes très chaudes. Ainsi, dès que Kosinski crie coupé, il court se mettre à l'abri sous une tente pour se refroidir et s'hydrater. Une fois cette séquence tournée, Kosinski, Cruise et Kurilenko partent avec une équipe réduite filmer quelques plans à New York pendant 3 jours, notamment depuis l'observatoire de l'Empire State Building, au 86e étage du bâtiment. Après quoi, l'équipe se lance dans le tournage des scènes se déroulant dans les paysages post-apocalyptiques imaginés par Kosinski. Et le réalisateur ayant en tête un environnement qui évoque les origines de la planète Terre, il trouve son bonheur avec les impressionnants paysages islandais, dont l'aspect primitif semble appartenir à une période précédant l'humanité. Mais pour tourner sur place, dans ces lieux reculés, l'équipe doit faire face à de véritables défis logistiques. Elle est en effet contrainte de bâtir une route, un parking et un héliport, ce pour faciliter les déplacements et l'acheminement des 31 tonnes de matériel indispensable au bon déroulé du tournage. Ils tourneront notamment sur Rosaborg, un cratère vieux de 10 000 ans qui fera office de stade post-apocalyptique, et sur Earl's Peak, sommet islandais où personne n'avait jamais entrepris un tel tournage et où de nombreuses mesures de sécurité devront être prises pour éviter que Michel l'éclairagiste ne trébuche et fasse une chute de 300 mètres. Sacré Michel. Bien évidemment, le Bubble Ship sera expédié sur place, mais pas seulement. Jack ayant également besoin de se déplacer sur la terre ferme, le vaisseau transporte une moto en son sein pour remplir cette fonction. Et cette fois-ci, c'est l'équipe de Glory Motorworks, spécialiste de conception de motos pour le cinéma, qui met la main à la pâte. Prenant en compte les terrains accidentés sur lesquels elle allait devoir évoluer et les cascades qu'elle allait devoir effectuer, l'équipe prend pour base un modèle dédié au motocross et conçoit donc en 6 semaines une moto parfaitement fonctionnelle, au design en totale osmose avec l'univers du film. Cruise, motard expérimenté, sera impressionné par le résultat et parviendra rapidement à maîtriser l'engin. Pour autant, il n'échappera pas à une chute spectaculaire lors d'une cascade, mais plus de peur que de mal puisqu'il s'en sortira sans aucune égratignure. Et le 3 juillet 2012, pour son 50e anniversaire, Kosinski lui offre carrément un exemplaire de la moto. Et c'est ainsi qu'après avoir immortalisé les paysages islandais, l'équipe se rend à June Lake en Californie pour les 5 derniers jours de tournage et le clap de fin résonne le 14 juillet 2012. Une post-production de 9 mois pouvait alors démarrer, Oblivion étant prévu pour une sortie en avril 2013. En charge de la partie VFX, l'équipe de Digital Domain supervisée par Eric Barba et celle de Pixomondo prise en charge par Björn Meyer. Toutes deux impliquées dans le projet depuis son acquisition par Disney 2 ans plus tôt. Les deux compagnies se partageront donc les 804 plans à effet visuel du film, essentiellement dédiés aux environnements, mais pas que. Du côté de Pixomondo, c'est 456 plans qui seront conçus par des équipes disséminées entre Los Angeles, Stuttgart, Bâton Rouge, Toronto, Londres et Shanghai. Leur plus gros challenge, la création du combat aérien entre le Bubble Ship et 3 drones, prenant place dans un canyon glacé. Une séquence de 5 minutes se déroulant dans un environnement entièrement en CGI. Concernant les drones eux-mêmes, leur design fut originalement conçu par Daniel Simon et Doug Arlocker en charge des accessoires et 3 modèles taille réelle utilisés sur le plateau furent fabriqués par Wild Factory. Il fallait maintenant leur donner vie et les rendre les plus effrayants possibles. Concernant Digital Domain, l'équipe hérite de 350 plans, dont le fameux combat entre Jack et son double. Et s'il privilégie la rotoscopie pour combiner les deux performances de Cruise en un seul plan, il n'échappe cependant pas au remplacement de visage pour les plans les plus complexes. Pour ce faire, il crée une version entièrement numérique du visage de Tom Cruise, technique qu'ils avaient précédemment mise en œuvre sur Tron Legacy avec le personnage de Clou, version rajeunie de Jeff Bridges. Pour ce qui est de l'aspect sonore, le Skywalker Range se met au travail sous la supervision de Ren Kleiss, concepteur sonore avec lequel Kosinski rêvait de collaborer. Un rêve de réaliser avec Oblivion donc, mais pas le seul. En 2005, alors que Kosinski couche pour la première fois sur le papier les idées qui finiront par donner vie à son 2e long métrage, il écoute en boucle un morceau de musique électronique composé par un artiste français alors inconnu. Le morceau Unrecorded. L'artiste M83. Dans la marge de sa feuille A4, il écrit « Compositeur idéal, M83 ». Ce mélange entre un style électronique tout droit sorti du futur et des compositions particulièrement émouvantes lui semble parfaitement correspondre à l'histoire qu'il avait en tête. Et s'il se voyait offrir l'opportunité de choisir le compositeur idéal pour cet hypothétique film, son choix a été fait. Des années plus tard, Oblivion devient une grosse production, et la courte carrière de Kosinski l'a amené à travailler avec les légendaires Daft Punk, autre groupe de musique électronique français. Ce qui, soit dit en passant, nous a offert l'une des meilleures bandes originales de tous les temps.
Quant à Anthony Gonzalez, alias M83, il est devenu un grand nom de l'industrie musicale. Kosinski lui propose donc le projet et Gonzalez accepte, heureux de se voir enfin confier une bande originale qui lui corresponde véritablement. Il travaillera en binôme avec Joseph Trapanese, arrangeur et orchestrateur chargé d'adapter ses mélodies pour un orchestre tout en lui apportant son expertise. Gonzalez n'ayant jamais travaillé sur un projet de cette envergure auparavant. Un rôle que Trapanese avait d'ailleurs déjà endossé sur Tron aux côtés des Daft Punk. Le 19 avril 2013, Oblivion sort finalement sur les écrans américains. En l'espace de 8 ans, ce qui n'était à l'origine qu'un rêve de réalisateur en quête de travail était devenu un blockbuster universal avec Tom Cruise en tête d'affiche. Les choses n'auraient pas pu mieux tourner pour Kosinski. Sauf que l'accueil est pas foufou. Si son week-end d'ouverture est relativement solide, rapportant plus de 37 millions de dollars au box-office domestique, la suite est moins reluisante et le film termine sa carrière à seulement 89 millions de dollars sur le territoire américain. Pour rappel, le budget était de 120 millions. En tout et pour tout, Oblivion récolte 286 millions de dollars, confirmant ainsi que même avec une star telle que Tom Cruise sur son affiche, Kosinski n'était pas synonyme de gros succès au box-office. En tout cas jusqu'à 2022. Côté critique, c'est pas mieux. Le film est copant d'une moyenne particulièrement moyenne. De son côté, le scénariste de la première version du script, William Monahan, n'a pas hésité à dire tout haut à quel point il détestait le film qui n'entretenait apparemment que très peu de rapport avec ce qu'il avait écrit. D'après lui, en toute objectivité bien sûr, si son script avait été validé, Oblivion serait devenu rien de moins qu'un classique de la science-fiction. Au lieu de ça, on aurait donc hérité d'un film ni vraiment bon ni vraiment mauvais, mais juste parfaitement oubliable. Mais tout cela est-il justifié? Oblivion a-t-il mérité cette terrible sentence, ou est-ce qu'en fait c'est pas si mal? Eh ben non. Malgré son titre, Oblivion ne mérite pas de tomber dans l'oubli. Sans être parfait, le film s'avère réellement plaisant à suivre, et 11 ans plus tard, il serait temps de lui donner une seconde chance. La première chose qui saute aux yeux face à Oblivion, c'est à quel point le temps ne semble pas avoir d'emprise sur son aspect visuel. Que ce soit la photo, la DA ou les effets visuels, c'est bien simple, la beauté est omniprésente. Quand on voit que des films sortis il y a moins de 2 ans ont déjà l'air de s'être mangé 20 ans dans la gueule, c'est assez extraordinaire de constater que certains longs métrages qui commencent à dater parviennent pourtant à résister à l'emprise du temps. Donc, Oblivion, c'est beau. Ceux qui ont vu Tron Legacy le savent déjà, Kosinski a un sens de l'esthétique inné. C'est même le point sur lequel tout le monde s'est accordé à la sortie de ses 2 premiers films. C'était un pur régal pour les yeux. Des plans superbement composés, un fabuleux travail sur la lumière, des décors léchés, la Sky Tower en tête, le film est une vraie merveille visuelle, où son réalisateur semble avoir mis un point d'honneur à peaufiner le moindre détail. Et concernant les effets visuels, même son de cloche, rien à redire, ils sont irréprochables. Digital Domain et Pixomondo ont accompli un travail superbe, dépeignant un cadre authentique dans lequel il n'est pas difficile de s'immerger. Oblivion nous plonge donc dans un univers post-apocalyptique impressionnant que l'on prend véritablement plaisir à explorer. Et lorsque Jack parcourt ces immenses étendues jonchées des ruines de ce qui fut jadis notre monde, l'expression sublime désolation prend soudain tout son sens. Une certaine poésie émane d'ailleurs de ces panoramas, de ces images d'un passé révolu, d'une humanité disparue. À ce titre, la séquence dans le stade où Jack se lance dans la narration d'un match de football américain parvient à faire son petit effet, grandement aidé par la mise en scène de Kosinski, le jeu de Cruise, les effets sonores et la musique. Dans Oblivion, la beauté n'est pas seulement visuelle, elle est multiforme et omniprésente. Parce que le concept même de beauté est au cœur du film. Un des aspects qui participe à le distinguer de nombreuses productions SF, c'est sa volonté de magnifier les grands espaces. Dans Oblivion, on ne souffre pas d'un sentiment de claustrophobie, car le but de Kosinski n'est pas de rendre l'environnement anxiogène, c'est même tout le contraire. Toute l'histoire repose en réalité sur le fait que malgré la dévastation, la beauté persiste, ne cessant de rappeler au personnage de Jack ce qui est encore digne d'être sauvé. Tout ça met en lumière une des principales thématiques du film, la lutte entre l'oubli et la mémoire, entre ce qui se perd et ce qui persiste. Tout comme les souvenirs de Jack ressurgissent à travers ses rêves, les traces de l'humanité et de la Terre d'avant-guerre symbolisent également la persistance de la mémoire face à l'érosion du temps. Mais si les thématiques abordées par le film sont assez riches, elles souffrent parfois d'un scénario qui se prend les pieds dans sa propre ambition. L'histoire d'Oblivion se déroule sur quelques jours à peine. En soi, c'est pas forcément un problème, mais le fait est qu'il se passe beaucoup de choses sur un laps de temps très court, et qu'on dispose par conséquent de peu de temps pour apprivoiser cet univers et ses règles. Les 5 premières minutes du film sont ainsi constituées d'un monologue de Jack qui place le contexte et qui en dit parfois trop à mon goût, notamment sur la relation entre Jack et Vika et sur leur façon très différente d'aborder le monde extérieur. But the questions I ask, she doesn't. The things I wonder about, she won't. Typiquement le genre de choses qu'on aurait pu apprendre plus tard dans le film de façon bien plus fluide et moins évidente. Mais c'est pas le seul problème de cette voix off. Le véritable souci avec cet artifice, c'est qu'il constitue en quelque sorte un aveu d'échec. Comme si Kosinski avait peur de ne pas avoir assez de temps pour mettre en place son univers et ses enjeux de façon naturelle. Résultat, il nous balance toutes ces infos dans la tronche en 5 minutes chrono histoire d'embrayer au plus vite sur l'histoire qu'il veut nous raconter. Le truc, c'est que le script entier est basé sur une quête de réponse. La narration est donc émaillée de nombreuses révélations, car Jack Harper baigne dans le mensonge et devra donc faire le nécessaire pour découvrir la vérité. Le problème étant que Kosinski peine à mettre en place ses enjeux. Ainsi, si la tension est bien présente, quand les révélations commencent à s'enchaîner, elles ont parfois du mal à faire mouche. Déjà parce que c'est pas forcément compliqué d'en voir venir certaines, mais surtout parce qu'elles sont censées venir bouleverser un monde qu'on est encore en train d'appréhender. Résultat, le film peine à trouver un équilibre sur le plan narratif, pris entre une intrigue dense, une volonté de miser sur le contemplatif et un
cahier des charges de blockbuster qui implique donc son lot de scènes spectaculaires. 3 aspects qui ne font pas forcément bon ménage. Si bien qu'Oblivion se disperse parfois au risque de diluer l'impact de son histoire. Une histoire qui déborde pourtant de bonnes idées, c'est donc d'autant plus dommage que l'exécution ne suive pas toujours. Et là j'en viens à me demander s'il n'aurait pas été plus judicieux d'en faire un film un peu plus long, sous forme de fresque s'étalant sur plusieurs années. Une idée comme une autre, vous en faites ce que vous voulez. Je me demande aussi à quoi aurait ressemblé la version d'origine, celle que Kosinski avait en tête quand il en était au stade de la réflexion et qu'il envisageait d'en faire un film à petit budget. Peut-être que certains éléments auraient été approfondis, comme le triangle amoureux entre Jack, Vika et Julia, à peine esquissé dans le film, et qui aurait pu donner lieu à une dynamique intéressante. Vika est d'ailleurs sans conteste le personnage le plus intéressant du film. Un personnage tragique qui refuse d'accepter la vérité, préférant vivre dans le déni et allant jusqu'à causer sa perte. Concernant le reste des personnages, il manque cruellement de relief malgré un casting investi. À commencer par Jack Harper lui-même. Si sa volonté de se reconnecter à son humanité perdue est un aspect intéressant, il demeure malheureusement un personnage de héros classique et lisse, dépourvu de failles qui permettraient de réellement s'identifier à lui. On est en plein dans l'archétype du héros, ce qui n'est pas forcément le type de personnage le plus intéressant à suivre malgré le charisme évident de son interprète. Et pour ce qui est de sa relation avec Julia, qui constitue le cœur émotionnel du film, on aura du mal à s'y investir pleinement. Cette romance reposant essentiellement sur des flashbacks et une connexion supposée, sans véritable alchimie entre les deux personnages. Vous l'aurez compris, on n'est pas face à une réussite incontestable. Pour autant, malgré tous les problèmes que je viens d'évoquer, Oblivion reste une œuvre de science-fiction singulière, captivante et personnelle, où son réalisateur y exprime ses obsessions et ses craintes. Il y a chez Kosinski une véritable fascination pour la technologie. Oblivion et Tron en sont les représentants évidents. Pour autant, cette attirance s'accompagne toujours d'une méfiance certaine, le monde technologique faisant office de principale menace dans les deux films. Ainsi, dans Oblivion, la dynamique entre l'homme et la machine se retrouve inversée. De simple instrument au service de l'humanité, la technologie incarne ici une force dominante qui instrumentalise l'être humain. Au centre de cette manipulation, le TET, représentation d'une intelligence artificielle toute puissante qui pose des questions plus actuelles que jamais à l'heure où les IA se font de plus en plus intrusives dans notre quotidien. Qui sera l'outil dans 10 ans? Elle ou nous? Et à force de nous reposer sur ces IA, ne risquons-nous pas de perdre ce qui nous distingue de la machine? Au-delà de ces belles images, Oblivion invite à la réflexion. Alors certes, il y aurait beaucoup à redire et à perfectionner, mais il faut reconnaître que son univers et son atmosphère unique lui apportent une grâce tout simplement inaccessible à bien des blockbusters du genre. En se focalisant sur la beauté d'un monde perdu, sur l'espoir et la résilience d'une humanité plongée dans une situation pourtant désespérée, Oblivion parvient à s'imposer comme une œuvre humaniste riche en émotions. Une émotion que l'on doit aussi en grande partie à sa musique, qui, si elle flirte parfois un peu trop avec les compositions de Hans Zimmer, révèle toute sa richesse dès lors que la patte de M83 reprend le dessus, offrant un résultat particulièrement vibrant et original. Et encore une fois, quel bonheur pour les yeux. C'est sa plus belle réussite au final, son côté purement contemplatif, sa poésie visuelle, des aspects qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver dans un blockbuster à 120 millions de dollars où ce sont généralement plutôt les scènes d'action qui priment. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas en reste, étant plutôt soignées, lisibles et intenses. Mention spéciale au plan séquence suivant le drone lors de son attaque du QG. Les drones s'avèrent d'ailleurs particulièrement effrayants, grandement aidés par un travail sonore irréprochable. Oblivion n'est donc pas un film parfait, mais si son scénario trébuche parfois sous le poids de ses ambitions, son esthétique soignée, sa musique immersive et son audace dans le paysage des blockbusters SF en font un film à part. On appréciera aussi son message d'espoir qui met en avant la résilience humaine plutôt que ses travers les plus sombres. Ça change un peu de ce qu'on voit habituellement niveau SF et dans le monde réel. Je ne saurais donc que trop vous encourager à donner sa chance à Oblivion, une œuvre de SF qui, si elle ne réussit pas tout ce qu'elle entreprend, s'avère étonnamment attachante et poétique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou vous acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt, salut!